Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les composants fonctionnels ou techniques, enfin je ne sais pas comment dire, toutes les briques de base, tous les composants qui composent une IA générative. Dans la précédente vidéo, je vous ai annoncé donc la création de cette nouvelle playlist dédiée IA pour comprendre un peu les concepts de base liés à l'IA. On ne va pas rentrer profondément dans la technique, je ne vais pas expliquer très en détail, mais il y a quand même un minimum à comprendre pour pouvoir utiliser au mieux l'IA et pour notre but qui est d'utiliser l'IA pour l'agilité, pour la gestion de projet en général. Donc pour bien utiliser l'IA et pour savoir comment l'utiliser et comment on va pouvoir l'utiliser pour la gestion de projet, il faut comprendre un peu ce que c'est qu'une IA générative. Alors oui, je dis tout le temps IA, mais c'est IA générative. Hein. Bon, c'est un abus de langage et voilà, IA générative, c'est ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, Mistral, etc. Donc tous ces nouveaux produits, moi j'appelle ça des produits d'IA générative, qui sont apparus maintenant il y a quelques années, je pense que ça devait être en 2022, fin 2022 je dirais. Bon, donc ces nouveaux produits qui nous offrent des tas de possibilités, on peut les exploiter pour faire un peu tout et n'importe quoi, notamment nous aider pour la gestion de projet et l'agilité, mais c'est des produits finalement assez complexes qui ont beaucoup de parties. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous ces composants. Bon, c'est un choix que j'ai fait, il pourrait y en avoir d'autres découpages, peut-être que j'ai oublié des choses importantes, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris une icône pour représenter chacun des composants. Et je vais vous l'expliquer assez brièvement. Le but étant de pouvoir avoir une définition commune, un vocabulaire commun pour la suite des vidéos. Donc je ferai souvent référence à cette vidéo dans la suite de cette série de vidéos sur l'IA et même dans la série de vidéos Agilité et IA où on traitera des use cases agiles où on utilise l'IA. Vous, si vous débutez en IA, si vous voulez vous y retrouver un peu mieux parmi tous ces termes techniques, eh bien ça peut vous aider à comprendre. Donc je vais essayer d'être assez bref. Et si vous pouvez partager cette vidéo, si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, voilà, j'espère que ça sera assez compréhensible. Donc on va commencer de la droite par la gauche. Donc là, pourquoi cet ordre logique? Parce que sur la partie gauche, c'est le sens de la lecture, j'ai voulu mettre l'être humain, l'utilisateur. Donc ici, c'est le Scrum Master augmenté. Hein, voilà une allégorie du Scrum Master augmenté avec de l'IA. Donc c'est inspiré du film Tron, hein, le look, l'esthétique. Le Scrum Master augmenté va d'abord être en interaction avec cette partie plus à gauche, mais le cœur de l'IA, ça commence sur la partie droite de ce schéma. Donc je vais vous expliquer d'abord à partir de cette partie droite. Donc tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le LLM. Le LLM, ça veut dire Large Language Model. Donc c'est entre guillemets le cerveau informatique qui va permettre auquel on va pouvoir poser des questions et il va répondre à n'importe quelle question. Language, donc ça veut dire qu'on va lui écrire sous forme de texte. Donc ça, on va pouvoir faire des phrases en langage naturel. Comme je vous parle maintenant, eh bien on peut écrire dans ChatGPT, lui poser n'importe quelle question. Donc tout ça se base sur ce qu'on appelle un LLM. Un LLM, c'est un modèle. C'est entre guillemets un modèle de langage, large, gros parce que c'est gros, et ça permet de traiter n'importe quelle question. Donc c'est comme un condensé de tous les savoirs de l'humanité dans un seul modèle et qui va pouvoir répondre à des questions. Donc ça, c'est vraiment le cœur des IA génératives, c'est le Large Language Model. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, c'est pour expliquer la liste de tous les concepts, mais après on fera des vidéos dédiées sur chacun des concepts. Donc je pense que la prochaine vidéo dans cette série de vidéos, ça sera spécifiquement sur le LLM où je vous donnerai un petit peu plus d'explications et on expliquera chacun des composants, peut-être pas dans le même ordre, mais en tout cas on va commencer par les LLM. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y a le diffusion model. Donc c'est la même chose qu'un LLM, sauf que c'est pour les images. Donc j'aurais pu écrire image model, image generation model peut-être. Donc le terme technique c'est
plutôt diffusion model. Donc c'est un modèle dont le but est de générer des images. On demande une image de chat, ça génère un chat, ça affiche une image de chat. On demande une image de maison, ça nous fait une maison, et ainsi de suite. Et on peut demander des images assez spécifiques. Donc toutes les illustrations, d'ailleurs cette image, j'ai demandé une image inspirée du film Tron en format cartoon, et ça m'a sorti ça. Donc là, beaucoup d'images que je présente dans mes vidéos sont faites à partir de l'IA. Par exemple, cette image-là, cette petite icône, je l'ai faite aussi avec l'IA. Donc on peut demander n'importe quelle image, et à la base de ça, c'est un diffusion model comme les LLM. Donc c'est un condensé d'images, on va dire, une sorte de bibliothèque d'images condensées. Bon, bien sûr, là ce que je dis, c'est vraiment de la vulgarisation. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc c'est vraiment le cerveau image qui permet de générer n'importe quelle image. Ensuite, ASR, ça veut dire Automatic Speech Recognition, donc reconnaissance automatique de la parole ou du discours, on pourrait dire. C'est la reconnaissance vocale. Donc c'est là aussi la même chose, sauf que là c'est le texte, là c'est l'image, et là c'est le son. Donc c'est ce qui va permettre à une IA de comprendre quand on parle. C'est ce qui va permettre de reconnaître les mots, etc., et de le traduire en phrases textuelles qu'on pourra ensuite passer à un LLM. Là aussi, donc c'est un modèle, c'est un fichier informatique incompréhensible. On ouvrira des modèles, des LLM, on regardera un fichier de LLM, à quoi ça ressemble. Bon, c'est incompréhensible, c'est que des nombres. Un être humain ne peut pas le lire. Mais voilà, il y a des modèles pour le texte, pour les images et pour la voix, pour la reconnaissance vocale. Donc ça, c'est la partie modèle sur cette partie-là de l'écran en bleu. Ensuite, un modèle tout seul ne permet de rien faire à lui tout seul. Il lui faut un moteur d'inférence. Un moteur d'inférence, c'est un logiciel qui va nous permettre de poser des questions à un modèle. Le moteur d'inférence, c'est le logiciel. On écrit une phrase. Le moteur d'inférence va mettre en œuvre l'intelligence qu'il y a dans ce modèle, entre guillemets. Il va utiliser le modèle pour nous sortir la réponse. Ça, c'est un composant très important, même indispensable. Alors pour les LLM, donc je sais à peu près comment ça marche pour les diffusion models et les automatic speech recognition models. Je sais même pas si on parle de moteur d'inférence à proprement parler, mais j'imagine que oui. Donc j'ai mis moteur d'inférence comme ça, mais normalement avec un S, j'en ai mis plusieurs. J'imagine qu'il y a un moteur d'inférence pour chacun des types de modèles différents. Alors ceci dit, avec un seul moteur d'inférence, on peut avoir plein de LLM différents, de plein de marques différentes. On peut avoir le même moteur d'inférence peut utiliser des LLM de différentes marques, ChatGPT, Mistral, enfin OpenAI, pardon, Mistral, Google ou tout un tas d'autres. Il y a certainement des milliers de LLM qui existent sur le marché. Il n'y a pas que les grands que tout le monde connaît. Chacun peut avoir son propre LLM d'une certaine manière. Donc voilà, le même moteur d'inférence peut exploiter tous les LLM qui ont un certain format. Après, j'imagine que pour les images, il faut un autre moteur d'inférence, et pour la voix aussi. Donc ça, c'est la deuxième partie. Le moteur d'inférence, c'est le logiciel qui va nous permettre, à partir d'un modèle, de lui poser des questions. Voilà, donc ça c'est un composant absolument indispensable. Et après, troisième composant qui est très utile pour l'être humain, c'est une interface utilisateur. Donc une interface utilisateur, ça va être un site web. Le site web de ChatGPT, le site web de Claude, ils se ressemblent tous, le site web de Gemini, etc. Donc c'est l'endroit où on va taper notre texte, poser des questions et pouvoir interagir avec notre modèle. Et bien sûr, en général, le site web, il permet, donc comme ChatGPT par exemple, d'avoir à la fois LLM, Diffusion Model, donc c'est générer des images, Automatic Speech Recognition Model, c'est on peut lui parler directement dans le site web avec le micro. J'ai fait la démo dans d'autres vidéos. On peut parler et l'IA nous répond en écrivant par exemple, ou même en parlant, voilà.
Donc ça, c'est un deuxième composant indispensable. Donc là, si on a tout ça, déjà, on a quelque chose de pas mal. On a la base. Alors, on peut même avoir juste une interface utilisateur, un moteur d'inférence, un LLM, et on peut démarrer avec l'IA générative. Si on veut des images, il nous faut un diffusion model en plus. Si on veut l'automatic speech recognition, c'est plus rare, il nous faut aussi un modèle. Mais on peut, avec tout ça, déjà faire de l'IA générative. Après, j'ai mis d'autres composants qui sont des choses plus avancées, plus optionnelles, mais qui vont être importantes dans l'IA générative. Donc le Canva, c'est le fait d'avoir dans notre interface utilisateur la possibilité d'éditer directement la réponse que va nous faire le LLM. Donc on va le ChatGPT va nous répondre un texte, et si on veut éditer le texte, le modifier, on va appuyer sur un bouton, ça va nous mettre en mode Canva et on va écrire et modifier la réponse de l'IA, et l'IA elle-même va pouvoir prendre en compte notre modification et éventuellement refaire une deuxième version, etc. Donc ça, moi j'aime bien l'image du piano à 4 mains. Alors là, il n'y a que 2 mains sur la petite icône, où il y a 2 mains c'est l'être humain et 2 mains c'est le robot. C'est très important parce que en fait l'IA ne fait jamais des réponses parfaites, alors sauf pour des questions très simples, et on a souvent besoin de retoucher et de modifier ce que l'IA a produit. Donc, mais en même temps, on n'a pas forcément envie de tout retoucher. On aime bien faire les choses, on retouche, on redemande une autre version à l'IA, et il y a un va-et-vient entre l'être humain et la machine, comme ça, jusqu'à ce que on obtienne ce qu'on veut. Donc ça, c'est une option importante. Alors, c'est pas forcément la plus importante, mais je l'ai mis en haut parce que c'est une option de l'interface utilisateur, un truc en plus qu'on peut avoir dans l'interface utilisateur. Et derrière le mot Canva, on pourrait aussi mettre tout ce qui est assistance au codage dans les IDE, dans Visual Studio Code, par exemple, le fait de pouvoir travailler main dans la main avec une IA dans Visual Studio Code ou dans IntelliJ ou autre IDE. Donc voilà. Ensuite, autre brique de base, c'est une API. Une API, c'est ce qui va permettre à un programme informatique d'interroger une IA de manière informatique, comme une API REST. Donc, notre IA générative, elle peut exposer une API et qui va permettre à d'autres programmes de questionner l'IA, mais sans passer par une interface utilisateur, sans passer au clavier. On va avoir un programme traditionnel qui va pouvoir faire appel à une IA. Par exemple, dans d'autres vidéos, j'ai présenté un site web personnel d'organisation de ciné-club, où on doit proposer des films et on va choisir quel film on va voir chaque semaine. Eh bien, si on a une ChatGPT par exemple qui expose une API, OpenAI expose des API ChatGPT, eh bien un site web traditionnel d'organisation de ciné-club va pouvoir aller questionner un LLM par exemple pour faire des recommandations de films, pour demander des films sur le style western par exemple, ou de tel réalisateur, etc. Donc, donc ça va être une option en plus que vont proposer les outils d'IA générative. Ça sera la partie API qui nous permettra informatiquement de questionner les LLM. Autre option, c'est les connecteurs. Donc là, j'ai mis le terme connecteur, j'aurais pu utiliser le terme MCP, Model Context Protocol, je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce qui va permettre, dans l'autre sens, à une IA de se connecter à d'autres outils. Donc là, c'est pas un site web qui va utiliser une IA pour avoir des choses en plus, par exemple des recommandations de films. Ça va être une IA qui va pouvoir utiliser d'autres outils. Par exemple, donc les LLM, les IA génératives sont pas très fortes en calcul. On va pouvoir imaginer qu'une IA va pouvoir utiliser un logiciel de calcul comme MATLAB ou autre, où elle va pouvoir par exemple se connecter à un logiciel professionnel ou à une base de données pour poser tout un tas de questions. Donc pour enrichir l'IA, si dans notre LLM on n'a pas les informations de base, par exemple parce que c'est des informations très spécifiques ou s'il y a du secret industriel, etc., on va pouvoir connecter un LLM avec des connecteurs à d'autres systèmes informatiques d'entreprise pour bénéficier au sein de notre LLM. Dans notre interface utilisateur, on va pouvoir questionner le LLM et il va aller chercher l'information ou faire des opérations à l'aide d'autres outils externes au LLM.
Ensuite, le RAG, alors je sais même plus de ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est Resource Augmented Generation, je crois. Donc ça, c'est un peu la même idée que le connecteur, mais c'est un peu plus spécifique et c'est très commun. C'est le fait qu'on va pouvoir adjoindre à notre outil d'IA générative une base documentaire. Par exemple, tous les documents de votre entreprise ou de votre projet, ils vont être passés à une moulinette RAG de manière à ce que le LLM puisse interroger cette base documentaire. Donc, vous pourrez lui poser des questions sur les documents spécifiques parce que les LLM qui sont produits par exemple par ChatGPT, par OpenAI ou par Google ou par Anthropic qui fait Claude, ils sont construits avec des données communes, des données classiques, mais ils ne sont pas alimentés avec des données privées, secrètes, des données d'entreprise, des données qui ne sont pas accessibles. Mais à l'intérieur de votre entreprise, vous avez peut-être envie que votre LLM puisse avoir connaissance de tous les documents de votre projet, de vos produits, etc., de manière à, via le LLM, pouvoir manipuler tous ces documents ou faire un moteur de recherche, comme par exemple avec NotebookLM, rechercher des informations dans un document. Et bien ça, c'est la technologie du RAG qui va permettre d'adjoindre à un LLM une base documentaire qu'on aura envie d'utiliser. Ensuite, autre composant, les custom GPTs. Alors ça, c'est moi je trouve ça très intéressant en termes utilisateurs. C'est le fait de pouvoir sauvegarder des prompts dans notre IA générative, dans notre interface. On va pouvoir sauvegarder des prompts qui vont être paramétrables et qui vont se comporter un peu comme des programmes. Donc moi j'aime bien utiliser le terme de custom GPTs. Je pense que c'est le terme le plus clair pour tout ce qui est OpenAI, pour tout ce qui est ChatGPT. Dans Google, je crois que ça s'appelle des gems. Donc c'est en fait ces prompts vont se comporter comme de véritables programmes qu'on pourra reproduire, réutiliser, partager à d'autres utilisateurs, etc. Parce qu'un prompt, ça peut être une ligne ou deux, mais ça peut être très sophistiqué. On peut écrire des prompts très complexes. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc on peut des prompts complexes, on va avoir envie de les sauvegarder, de les partager à d'autres collègues qui auront le même besoin que nous et de capitaliser là-dessus, quoi. Donc ça, c'est pour moi, je trouve que c'est une feature importante qui est souvent sous-estimée, mais voilà, que j'aime bien. Ensuite, la dernière feature, donc ça c'est le plus sophistiqué, c'est les agents. Donc les agents, ça va être une fonctionnalité qu'on va rajouter en plus sur une IA et qui va permettre, enfin sur un outil d'IA générative, par rapport à tout ça, ça va permettre à l'IA de pouvoir résoudre un problème qu'on lui soumet, une tâche en autonomie et de pouvoir planifier tout un tas d'actions et de travailler en tâche de fond de manière relativement autonome, relativement indépendante. On soumet un problème à une IA et elle se débrouille et fait tout un tas d'actions et planifie toutes ces actions. Éventuellement, elle va pouvoir utiliser d'autres outils via les connecteurs dont je parlais, elle va pouvoir les rechercher dans les documents, etc. Donc ça c'est la partie la plus sophistiquée pour faire travailler une IA de manière relativement autonome, voilà, pour qu'on ait le moins de choses à faire, voilà. Donc ça, il y a des agents spécialisés pour plein de types de tâches. Après ça, j'ai pas encore trop testé, je ne suis pas certain de à quel point c'est efficace. Ça c'est le seul truc en fait finalement que j'ai pas encore testé. Et à titre personnel, mais c'est la chose la plus avancée aussi. Voilà, donc ça c'est tous les composants de l'IA générative. Donc je vais pas donner plus d'explications, mais dans la suite de cette playlist sur comprendre l'IA, eh bien on rentrera dans les détails. Alors avant les vidéos prochaines, si vous voulez un petit peu plus de détails et des exemples, vous avez cette vidéo que j'ai déjà faite qui reprend, où j'avais inventé d'ailleurs ce schéma dans le cadre de cette vidéo, les composants d'une IA générative. Alors là je vous ai rajouté les petites icônes
iPhone et j'ai voulu faire une explication plus simple, plus rapide pour y faire référence plein de fois et pour que ça soit logique dans cette nouvelle playlist. Mais donc je reprends exactement le même schéma ici et je donne des exemples plus concrets si vous voulez approfondir un petit peu, et je fais aussi référence à toutes les vidéos parce qu'il y a une partie de ces composants que j'ai testé dans mes vidéos, notamment la partie modèle. On fait de la génération d'images, on a fait une vidéo de test sur les automatic speech recognition modèles de toutes les grandes IA du marché, et on a testé quelques-uns de ces composants que je vous décris. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter cette vidéo, sinon vous pouvez vous arrêter là, peut-être que vous avez déjà assez d'informations, et on développera chacun des points dans des vidéos dédiées dans les prochaines vidéos. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.